Donc, traiter les données, en réalité, ça se décompose en deux étapes différentes. Il s'agit d'une part de traiter les données et d'autre part d'interpréter ces données. Traiter les données, c'est transformer les informations recueillies, qui ont déjà été travaillées puisqu'elles ont été remises au propre, mais les rassembler dans un corpus d'informations, dans un corpus de données. C'est-à-dire que les données vont être structurées, elles vont être classées, elles peuvent prendre des formes très variées. Dans l'entretien, ce sont des fragments de discours, mais ça peut être complété avec des images, des photos, des observations, des relevés de terrain, toutes sortes d'autres formes de données. Elles vont être triées et on va pouvoir avoir accès à certains types de données classées par thème. Nous allons développer ici ce que l'on appelle l'analyse thématique des données. Dans l'analyse thématique, on peut distinguer donc deux opérations. La première, c'est la thématisation du corpus, c'est la classification de toutes ces données dans des thèmes, donc c'est la constitution de la matrice par exemple. Et la deuxième étape, c'est l'examen des thèmes, leur analyse et l'interprétation. Donc le dépouillement des données, leur classement, on l'a largement illustré avec la matrice. On peut simplement dire qu'il existe d'autres outils, donc des dossiers thématiques. Chaque dossier, en fait, renvoyant à ce que nous, on a mis en colonne dans la matrice, ou simplement le codage des fragments de discours. Relire la totalité des entretiens pour les classer oblige à s'interroger sur le sens qu'on donne au fragment et surtout à l'importance que l'on va lui accorder. Est-ce qu'on va le mettre dans la matrice ou est-ce qu'on va le mettre de côté parce qu'on estime que c'est hors sujet? Et là, il y a déjà une part de subjectivité. Cette part de subjectivité, on ne peut pas l'éliminer complètement, mais on peut la réduire, en particulier en relisant, en reprenant régulièrement les fragments d'entretien qui ont été mis de côté, qui ont été rejetés, et en s'interrogeant à chaque fois en se disant « Est-ce que vraiment ce fragment d'entretien n'a pas sa place maintenant que j'ai avancé dans l'analyse, dans l'interprétation? Est-ce qu'il n'a pas une place dans mon corpus de données ?» Donc ça, c'est une opération à faire régulièrement. Donc cette colonne ou ce dossier fragment d'entretien temporairement rejeté doit être gardé précieusement et relu régulièrement. Une fois les entretiens segmentés et classés, on va en faire une première observation. C'est dans la matrice ce que l'on a appelé la lecture horizontale, c'est-à-dire la lecture interne à chaque entretien, donc pour chaque personne interviewée. Et là, on va en faire une lecture critique, mais sans chercher à donner du sens, sans chercher à interpréter ce que veut dire la personne. On va se contenter de ce qui est dit, sans soi-même, en tant que chercheur ou chargé d'études, rajouter du sens. On va simplement chercher des récurrences, des choses qui reviennent, par exemple le nom d'un acteur de terrain, un acteur social qui va revenir régulièrement dans les différents thèmes. On peut chercher des liens logiques entre différents faits, différents phénomènes. On peut chercher des incohérences dans le discours, c'est-à-dire des choses qui sont contradictoires à l'intérieur d'un même thème ou entre deux thèmes. On peut chercher des blancs. La personne n'a pas parlé d'un acteur social pourtant important. Il n'a pas parlé de tel thème ou de tel fait. Et globalement, on va essayer de qualifier le discours, savoir s'il est congruent ou non. La congruence étant la coïncidence, l'adéquation donc entre ce qui est énoncé par l'interlocuteur comme ses propres perceptions, ses propres analyses d'une situation, les actions qu'il fait ou qu'il projette de faire et les objectifs qu'il atteint. La congruence et la cohérence entre ces différentes choses. Ces observations-là à l'échelle de chaque entretien, elles nous permettent d'abord d'éviter les mésinterprétations, c'est-à-dire des erreurs d'interprétation, parce qu'on les relit en cherchant vraiment à comprendre ce que la personne a dit et sans chercher à rajouter du sens.
et elles vont nous permettre de caractériser la qualité de l'entretien et donc de noter la prudence avec laquelle on va l'utiliser par la suite, notamment au moment de l'interprétation. Un entretien, un discours sur lequel on aura relevé pas mal de manques ou des incohérences sera à utiliser avec plus de prudence qu'un entretien qui montre une cohérence. Ou en tout cas, il faudra prendre en compte ces incohérences dans l'interprétation. Donc tout ça, c'est la phase de traitement des données. Alors, il y a des logiciels qui peuvent aider à traiter ces données. Ils sont nécessaires quand on a un corpus de données abondant, c'est-à-dire au-delà de 30-35 entretiens, ça vaut la peine, surtout si ces entretiens sont conséquents, ça vaut la peine peut-être d'utiliser ces logiciels. Qu'est-ce qui se passe après le traitement des données? On va avoir ce qu'on appelle l'examen comparé des entretiens avec comme objectif l'interprétation des résultats. La première étape, ça va être ce que l'on a appelé dans la matrice la lecture verticale par colonne. C'est-à-dire, c'est la lecture thématique. Ou bien on va regarder chaque dossier thématique que l'on a constitué. Et on va comparer les fragments de discours qui relèvent d'un même thème, mais qui sont issus de toutes les personnes interviewées dans l'enquête. Et cette première comparaison thème par thème va nous permettre de rapprocher les fragments d'entretien qui se ressemblent ou au contraire de noter des divergences, voire des oppositions, des relations, peut-être des relations de conflit, de concurrence ou au contraire de complémentarité entre ces groupes d'acteurs qui nous ont fourni ces entretiens, ces fragments d'entretien. Donc thème par thème, on va commencer un petit peu à regrouper ou dissocier les entretiens, donc les acteurs. La lecture transversale, elle va associer plusieurs thèmes et elle aboutit à une ou plusieurs typologies d'acteurs, donc fondées sur les entretiens, fondées sur ce qu'ils nous ont donné à entendre. C'est possible à partir du moment où on arrive à identifier les éléments discriminants forts qui permettent donc de dissocier les acteurs en groupe. Au départ, une typologie, c'est simplement un classement. C'est simplement un classement d'acteurs. Il y a un peu d'interprétation puisqu'on a accordé plus d'importance à un élément, à un thème par rapport à un autre pour dire oui, vraiment, les acteurs se composent dans une typologie qui est fondée principalement sur, alors par exemple, sur le cas Larzac, sur les stratégies adaptatives à l'évolution du paysage. On peut d'ailleurs fournir plusieurs typologies. On pourrait avoir, et on a eu à un moment donné du travail sur le Larzac, une typologie basée sur la perception du paysage, le sens que les acteurs donnent au paysage. Puis on a avancé, puis quand on a regardé la colonne stratégie d'adaptation à l'évolution du paysage, on a trouvé là vraiment d'autres groupes qui nous sont parus plus pertinents, plus intéressants pour le commanditaire de l'étude. Et donc c'est cette typologie fondée sur les stratégies d'adaptation que l'on a conservée dans le rendu des résultats. Cette typologie sera d'autant plus crédible, elle aura une certaine force, si les facteurs discriminants que l'on met en avant pour l'élaborer sont adossés, sont inscrits dans une théorie sociologique ou économique. Par exemple, dans la typologie du Larzac, on a abouti pour finir à une typologie fondée sur les stratégies. On se réfère ici à la théorie des organisations. On a comme catégorie d'analyse des stratégies les stratégies individuelles ou les stratégies collectives, par exemple. On voit bien ici qu'on ne se réfère pas à l'économie classique d'un agent qui maximise son utilité. On est sur une autre partie des théories des sciences humaines. On remarque aussi que cette typologie,
elle ne peut s'appuyer que sur les informations qu'on a, sur les fragments de discours qu'on a recueillis. Et ces fragments de discours, ils ont été obtenus parce qu'on avait un guide d'entretien qui a permis de les recueillir. Et ce guide d'entretien, il a été construit par rapport à la problématique. Et cette problématique aussi, elle est adossée à une théorie. Donc, on a bien, au départ de l'enquête, un cadrage théorique, et au moment du traitement des données, l'utilisation de ce même cadrage théorique. Et si possible, il vaut mieux qu'il y ait cohérence entre les théories qui sont mobilisées en début d'enquête et à la fin au moment du traitement des données. Alors, il est évident que dans tout ce travail, la subjectivité est présente et qu'on a tendance à filtrer les informations, à donner de l'importance à ce qui va dans le sens de ce en quoi on croit, ou bien à ce qui va dans le sens de nos hypothèses, pour être déjà un petit peu plus scientifique, et quitter la croyance pour la construction d'un savoir. Ça, c'est inhérent à l'être humain. C'est pourquoi, lorsqu'on a commencé donc à élaborer ces typologies et surtout à commencer à leur donner du sens en s'appuyant sur les théories disponibles, il est très important de refaire encore une lecture de ce corpus de données, d'aller chercher des contre-exemples, d'aller chercher les exceptions, pour bien vérifier que ce que l'on est en train de dire a une certaine solidité et n'est pas construit en manipulant les données et en donnant de l'importance à ce qui nous arrange. Et là, on aborde la question des dangers de la surinterprétation des données. De manière générale, la surinterprétation des données, c'est un écart important entre ce que disent les données elles-mêmes et ce que le chercheur leur fait dire. C'est un excès de sens, puisque l'interprétation des données, c'est donner du sens à toutes ces informations, donner du sens aux observations. Quand on en donne trop, on va appeler ça de la surinterprétation. Et il y a plusieurs mécanismes, plusieurs cas qui amènent à cette surinterprétation. Donc Jean-Pierre Olivier de Sardan traite ça dans un article remarquable sur la violence faite aux données, c'est-à-dire que ces données sont vraiment manipulées pour leur faire dire plus que ce qu'elles peuvent dire. Et il remarque 5 figures de la surinterprétation, parmi lesquelles donc, on voit par exemple l'obsession de la cohérence. Par exemple, on veut gommer toutes les incohérences, on veut gommer les contradictions qui arrivent dans nos données, on va prendre tout ce qui nous permet de faire un beau schéma bien lisse. On a aussi, par exemple, la réduction à un facteur unique. C'est l'âge, c'est la catégorie socio-professionnelle, c'est un facteur qui va tout expliquer. On a également l'inadéquation significative, c'est la mésinterprétation. On a fait une erreur, on a mal compris ce que la personne a voulu dire. C'est assez fréquent, ou en tout cas difficile à éviter lorsque l'on travaille dans une langue qui n'est pas la sienne, mais c'est tout à fait possible aussi lorsqu'on reste dans une langue qui est la sienne, lorsqu'on quitte l'univers sociologique dans lequel on est habitué à parler et à échanger. Une autre figure de la surinterprétation, c'est la généralisation abusive. C'est-à-dire qu'on voit un résultat qui commence à apparaître de relations entre deux acteurs autour d'un thème particulier, et puis on va le généraliser à l'ensemble des acteurs, on va en faire l'événement, le sens principal de tout ce qu'on a observé. On a aussi le goût du scoop, le goût du sens caché. On a découvert quelque chose qui n'était pas explicitement dit par les acteurs, mais on va donner une interprétation qui nous appartient et qui révèle quelque chose qu'on ne soupçonnait pas. C'est assez gratifiant, mais c'est un danger réel. Voilà, donc il y a un certain nombre de dérives dans l'interprétation qu'il faut essayer d'éviter. Et on peut essayer d'éviter ces surinterprétations en soumettant nos interprétations à la discussion. Donc c'est par exemple la construction des programmes de recherche avec plusieurs chercheurs,
ou tout simplement la discussion de ces résultats entre pairs, entre chercheurs ou entre chargés d'études. Dans une enquête à base d'entretien semi-directif, on n'aura pas de tableau statistique, on n'aura pas de chiffres, on n'aura pas de pourcentage, puisqu'on n'aura pas fait de traitement statistique sur nos informations, puisqu'on n'a pas d'échantillon statistiquement représentatif. Alors on aura quoi à la place? On aura des citations les plus fidèles possibles par rapport à ce qu'ont dit les interlocuteurs. C'est à travers cette présence des acteurs qui est restituée à travers leurs dires, à travers leurs discours, que l'on renforce la plausibilité des résultats de l'enquête. Dans une enquête en sciences humaines, que ce soit par entretien semi-directif ou non, que ce soit en sociologie ou dans les autres disciplines des sciences humaines, on ne va pas essayer d'atteindre à la preuve de nos résultats, à la démonstration par la preuve de nos résultats. On va plutôt chercher à construire un résultat qui a une plausibilité relativement importante, relativement solide. C'est là la limite de toutes les disciplines qui relèvent des sciences humaines. S'arrêter à la simple typologie descriptive donne des résultats un peu plats. Ça peut être utile aux commanditaires, ça peut suffire, mais la plupart du temps, on essaye quand même de donner un petit peu plus de sens à cela, et c'est en mobilisant les théories disponibles sur le sujet que l'on peut le faire. On va donc arriver à des petits modèles, des modèles explicatifs de ce que font les gens, de la manière dont ils perçoivent les choses, de la manière dont ils construisent leur stratégie. On va arriver à des petits modèles qui représentent les relations entre les acteurs, des relations conflictuelles ou non, des complémentarités, etc. Simplement, ces modèles n'auront pas la prétention d'être généraux, c'est-à-dire valables en tout temps et en tout lieu. Ce seront des modèles locaux. Et s'ils traduisent relativement bien ce que l'on observe sur le terrain, ils seront utiles au commanditaire pour son action. Si l'on veut ensuite connaître la représentation dans la société, dans la région, des différentes catégories identifiées, il va falloir faire appel à une autre configuration méthodologique, à d'autres méthodes, avec des enquêtes, par exemple, mais des enquêtes qui seront bâties sur les résultats de l'enquête par entretien semi-directif, qui sera à ce moment-là, qui aura valeur exploratoire, pour décrire la diversité des points de vue, la diversité des logiques. Une fois qu'on les connaît, ces diversités de logiques, on va essayer d'en connaître le poids dans la population et on va bâtir une enquête qui sera beaucoup plus facile à construire puisqu'on les connaît. On connaît les éléments qui permettent de repérer assez rapidement à quel type de logique appartient un acteur, par exemple. On va donc construire un questionnaire d'enquête qui contiendra peu de questions, dont on pourra coder à l'avance les réponses, puisqu'on les aura décrites dans l'enquête par entretien semi-directif. On construira un échantillon représentatif statistiquement et on pourra là faire des traitements statistiques.